10 ans, depuis 10 ans, la librairie Lamartine crée des rencontres uniques entre auteurs et lecteurs. En 10 ans, nous avons eu le plaisir d'accueillir Pierre Assouline, Dominique Bonnat, Philippe Labro, Michel Fitoussi, Anne Goscinny, Jean-Christophe Ruffin et tant d'autres. Ces confidences, ces dialogues passionnants, ces moments intimes et privilégiés sont d'abord réservés à ceux présents. Pour les partager au plus grand nombre, j'ai décidé de créer ce podcast. Bonjour, je suis Jérôme Elmalek, le dirigeant de la librairie Lamartine. Bienvenue dans les rencontres Lamartine. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en vous rendant sur notre site www.lamartine.fr et suivre notre page Instagram librairie_Lamartine. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle soirée de la librairie Lamartine. Alors ce soir, c'est une soirée un petit peu exceptionnelle comme vous pouvez le voir, mais avant d'entamer cette soirée un petit peu exceptionnelle, je voulais laisser la parole à Monsieur Gilles. Bonsoir, merci d'être venus, aussi nombreux. Vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps et ça va pas vous faire mal. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et je voudrais ce soir qu'on rende hommage à la femme qui a été derrière Jean d'Ormesson pendant 55 ans, qui lui a permis de construire son œuvre, qui lui a façonné un cadre où il pouvait bordéliser à foison pendant qu'elle organisait tout au carré, qui a été d'une discrétion absolue, qui ne s'est jamais mise en avant, à laquelle on n'a jamais rendu hommage pour le lancement d'un livre de Jean. Je pense que c'est le dernier lancement d'un livre de Jean, parce que je pense qu'il n'y aura pas 18 inédits. Et je vous demande donc, au risque de me faire engueuler pendant les 3 prochaines semaines et qu'elle me fasse la tête, d'applaudir très fort Françoise d'Ormesson. Merci Gilles. Alors, donc vous l'aurez compris, ce soir nous avons l'honneur de recevoir une des grandes dames du monde des lettres, une des grandes éditrices françaises qui est Héloïse d'Ormesson. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Héloïse. Et autant vous dire que l'émotion est multiple. L'émotion est multiple pour moi déjà. J'ai eu la chance en arrivant dans cette librairie il y a des années de cela, de pouvoir côtoyer Jean d'Ormesson, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ces rencontres font partie des très très grands souvenirs de ma carrière, à commencer par cette incroyable soirée où nous avions fait dédicacer la Pléiade. Et forcément, pour un libraire, faire dédicacer une Pléiade du vivant de l'auteur, c'est quelque chose de totalement hors du commun. La soirée avait été incroyable. Et je voulais aussi remercier et Héloïse et Gilles, car quand je suis arrivé de ma province, il y a maintenant 25 ans, vous avez été les premiers à ouvrir votre porte dans ce monde littéraire que je ne connaissais pas, et cette porte ne s'est jamais refermée. Merci à vous. Ah, écoute, ça nous a toujours fait plaisir. Et puis pour un éditeur, ouvrir sa porte à un libraire, ça me paraît quand même assez naturel et assez essentiel. Alors ce soir, nous allons parler d'un livre. Nous allons parler du retour de Jean d'Ormesson aux éditions Héloïse d'Ormesson avec « Quand l'enchanteur vint au monde ». Alors ce titre, on va en parler. D'abord, c'est la première surprise, c'est un titre totalement inédit. C'est un livre, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a été récupéré. Voilà, c'est totalement inédit. Alors, la première question, c'est... Ton père est mort maintenant en 2017. On s'attendait, moi, j'ai toujours trouvé... Il écrivait énormément, donc on s'attendait à ce qu'il y ait énormément de choses derrière qui arrivent. Or, les années passent. Non. Et arrive ce petit texte, et qui semble, comme l'a dit Gilles, être peut-être le seul inédit de Jean d'Ormesson. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, tout d'abord, moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'inédit. Mon père, effectivement, a passé sa vie à écrire. Dès qu'il avait un moment de libre, il le consacrait à l'écriture. Mais il a publié quand même très régulièrement. Il ne nous avait jamais parlé d'un inédit. Il ne nous avait jamais dit qu'il y avait un texte qu'il n'avait pas achevé ou qu'il avait laissé dans un tiroir, qu'il hésitait à publier. Donc, j'étais vraiment assez convaincue qu'on n'en trouverait pas. Néanmoins, mes parents, ma mère vit encore, ça fait plus de 60 ans que... mes parents ont vécu plus de 60 ans dans la même maison, qui est assez grande, et mon père n'était pas le roi
de l'organisation et de l'ordre. C'est moins qu'on puisse dire. Il était même un accumulateur de papier. Hein. Il n'accumulait pas tout ça. Enfin, c'était vraiment les imprimés, les livres évidemment. Et cette maison s'est rapidement transformée en une espèce de montagne de documents, de manuscrits, de journaux. Et faire de l'ordre et essayer de classer et d'archiver ces archives, justement, était quand même un travail assez colossal et on aurait pu passer à côté de cet inédit encore pendant quelques années, sans l'aide. Voilà, parce que pendant des années, donc ça reste un peu en l'état, et puis tu décides, il faut faire quelque chose de cette montagne, parce que s'il n'y a pas inédit, ça, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de texte, ce qui est loin là, il y a une montagne de textes, et là alors, il faut le trier. Seulement, c'est pas toi qui vas le faire, et arrive à ce moment-là. Oui, parce que donc j'ai quand même tenté de le faire. Hein. J'ai quand même tenté de mettre un peu d'ordre dans tout ce désordre, d'identifier les manuscrits, de les classer. Mais la tâche était écrasante et en plus assez bouleversante, parce que quand on retombe dans les archives, qu'on retombe sur une correspondance, quand on tombe sur un certain nombre de photos, ça peut être assez bouleversant. Donc j'entreprenais le travail et puis ça s'interrompait. En plus, ça voulait dire quand même déranger ma mère. Toutes sortes de choses ont fait qu'effectivement, les années ont passé et mon père avait toujours souhaité que ces archives soient confiées à la Bibliothèque nationale. Et donc, il y a à peu près 2 ans, j'ai contacté la Bibliothèque nationale en leur demandant de venir. Et le président de la Bibliothèque nationale a dépêché Charles-Éloi Vial, qui est un historien connu et conservateur de la Bibliothèque nationale, qui est donc venu à raison d'une demi-journée par semaine pendant presque 1 an chez ma mère pour classer toutes ces archives et faire ce travail d'archiviste et de conservateur. Alors, Charles-Éloi Vial, on l'a déjà reçu ici, vous étiez peut-être là à ce moment-là, c'est effectivement un historien qui monte. Il vient d'ailleurs d'avoir le prix Talleyrand, je crois, la semaine dernière. Pour son Talleyrand. Pour son Talleyrand, qui est magnifique, avec la participation de la BNF, justement, avec les fonds de la BNF. Bon, Charles, il arrive, on lui laisse les clés de la... Voilà, alors, il y a cette montagne. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il décide ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je pense qu'il est... oui, il décide. La Bibliothèque nationale, même si lui, à titre personnel, ça pouvait le fasciner de retrouver un ticket de métro des années 60, de retrouver des tickets de cinéma, enfin bref, toutes sortes de choses. Et évidemment, la Bibliothèque nationale trouve ça assez... n'en avait pas besoin ni envie. Il a vraiment... conserver les manuscrits, toute la correspondance, tous les éditos, les articles. Un des moments de joie suprême, ça a été de retrouver les copies de Cagne et d'Hippocagne de mon père. Là, je pense que pour le chercheur, c'est une espèce de pièce de choix. Et voilà, effectivement, il a jeté quand même pas mal de choses, mais il y avait des choses qu'il pouvait jeter, parce qu'il y avait aussi, des relevés de banque qui devaient dater de 40 ans, enfin bon, un certain nombre de choses. Il a retrouvé aussi le carnet militaire qui était... Alors, tout ce qui est parti, tout est parti à la BNF. Pour ces documents-là, l'étape maintenant, c'est quoi ? Ils ont déjà, je crois qu'il y a déjà une partie du fonds qui est accessible, qui a été numérisée et qui est accessible. Évidemment, ils n'ont pas fini, mais c'est en cours de réalisation et je pense qu'il y a une partie des archives qui sont déjà accessibles. Et arrive, donc, parce que tout ça est très très romanesque. Hein. Moi, je pense que ton père aurait adoré la manière dont les choses se passent. Donc, je pense qu'il n'y est pas pour rien non plus. Parce que les mois passent. Les mois passent. Et on jette ça, on garde ça, mais bon, il n'y a toujours pas d'inédit. Il n'y a toujours pas d'inédit, ce qui me paraissait complètement logique. Et puis le dernier jour, la dernière heure, Charles-Éloi avait un déjeuner et il arrive en me disant « Héloïse, voilà, j'ai trouvé avec une liasse de papier. » Donc mon père écrivait à la main, écrivait manuscrits. Et il faisait dactylographier ses manuscrits. Sa méthode de travail consistait à
écrire une dizaine de feuillets, une vingtaine de feuillets, de les confier à une dactylo, qui dactylographiait le texte, qui lui rendait les 20 feuillets, il les corrigeait, il augmentait, il confiait à ce moment-là les 20 pages suivantes, et il pouvait relire et retravailler jusqu'à un nombre incalculable de fois tout ce texte dactylographié à la virgule près, en vérifiant l'orthographe. Donc c'était vraiment un travail de patience, très rigoureux, très méticuleux. Et oui, ce que j'oubliais de dire, c'est que dans le travail de Charles Éloy, mon père, non seulement, évidemment, gardait ses manuscrits, gardait les tapuscrits, mais gardait tous les jeux d'épreuves. Et au début, aujourd'hui, dans l'édition, il y a un jeu d'épreuves, mais quand mon père a commencé sa carrière, il y avait 3 jeux d'épreuves. Donc ça faisait, pour chaque manuscrit, il y avait des montagnes, encore une fois, de papier. Alors je ne sais plus, parce que là j'ai perdu le fil. Donc, Charles Éloy, oui, le dernier jour arrive avec cette liasse de papier, manuscrit, et il me dit, écoute, j'ai réussi à déchiffrer la première page, la dernière page, ça a l'air de faire un ensemble, et d'après moi, c'est un manuscrit. C'est un inédit, pardon. Et bon, alors moi, je ne voulais pas y croire, peut-être par superstition, pour ne pas me faire de fausses surprises. D'une part, je ne voulais pas y croire, et d'autre part, ce coquin ne m'avait pas dit, et moi je ne pouvais pas imaginer qu'un conservateur de la BNF consultait Google Books, et il avait tapé quelques mots de la première page et de la dernière page, et à la différence de tous les textes de mon père, quand il tapait 1 ou 2 mots, le roman laissait le récit apparaissait. Dans ce cas-là, aucun titre n'est apparu et ça ne semblait pas du tout répertorié. Donc lui était assez convaincu qu'il s'agissait d'un manuscrit. Donc là, c'est la première... c'est levé de rideau, l'inédit semble plausible. Est-ce qu'il est daté à ce moment-là? Non, il n'est pas daté. Néanmoins, on trouve avec le manuscrit qui n'a pas de page de garde, il n'y a pas de titre. Ça commence immédiatement par cette première page, la date de naissance de Chateaubriand. Et, bon, bref, vers la fin du mois d'août 1768. Donc c'est la première page, premier mot, vers la fin du mois d'août 1968, et ça s'achève donc sur d'autres dates. Mais non loin de la liasse de papier, il y a une petite enveloppe que j'ouvre et je trouve un contrat qui a été établi par les éditions Julliard, qui était à l'époque, enfin au début de sa carrière, l'éditeur de mon père. Et donc Julliard avait envoyé un manuscrit, un contrat à mon père pour ce texte qui était intitulé Chateaubriand et qui est daté donc de 1959. Ce contrat est signé par Jacques Julliard, l'éditeur, mais n'est pas signé par mon père. Mais néanmoins, je savais que ça avait été écrit en 59 ou avant 59. C'était évident. Avant de lire le texte, je ne pouvais pas exactement le dater. Donc au début, j'ai pensé qu'il avait été écrit en 59, et en lisant le texte, on découvre, puisqu'il y a une allusion très exacte à l'époque à laquelle il a été écrit, puisque mon père se réfère au public et au lecteur, et donc on voit on découvre qu'il l'a écrit en 1958. Alors, le texte est intégral. Le texte est intégral. Et donc, j'imagine que tu lis ce texte sur... Et là vient la question de l'édition. Alors, parce qu'une fois qu'il a été établi donc, que ce texte était inédit, il a fallu le déchiffrer, parce que donc c'était manuscrit, même si mon père avait une écriture assez lisible. Quand un écrivain, quand n'importe qui d'ailleurs écrit, noircit des feuillets, il y a quand même des mots qui sont assez indéchiffrables. Et puis, il avait quand même tendance à pouvoir un peu envahir la page de son écriture dansante. Enfin, il y a une reproduction à facsimilé des pages en début et en fin sur les rabats. Mais ce sont des pages qui sont encore assez fluides et assez lisibles. Donc, il fallait déchiffrer le manuscrit. Et au bout et donc déterminer si ce texte était simplement une curiosité,
une espèce de pépite pour chercheurs, et à ce moment-là, je l'aurais confié à la Bibliothèque nationale et je leur aurais demandé de le publier, mais pour un public vraiment de chercheurs avertis, ou est-ce que c'était un texte qui pouvait intéresser le grand public? Ça, il fallait avancer dans le texte pour pouvoir le déterminer. Et donc, au départ, je n'en avais aucune idée. Et c'est au fil de la lecture et de la transcription qu'est apparue, d'une part, très clairement la voix de mon père, c'est-à-dire que là, on reconnaît parfaitement l'écriture et la voix de Jean d'Ormesson. Elle est déjà très très présente, et puis son humour frise à chaque ligne. C'est un livre qui est brillant, absolument brillant, et totalement, jubilatoire. Et en le déchiffrant, j'ai beaucoup ri. J'ai beaucoup ri, et je ne suis pas la seule, puisqu'on était en fait 3 à travailler. Roxane Defer, qui est l'éditrice de La Maison, qui est dans la salle, et Gilles Collen-Solal, que vous avez tous vu tout à l'heure. Et donc, on découvrait ces passages, et à plusieurs reprises, on peut... C'est pétri d'humour. Parce qu'effectivement, le premier miracle, c'est de retrouver un inédit, alors que bon, on n'était quand même pas parti pour. Et le deuxième miracle, c'est que cet inédit est bon. C'est-à-dire que, effectivement, on est tous à une époque où on extrait les archives à droite, à gauche, au milieu, de tous les auteurs possibles et inimaginables. Il y a quand même un flot de déchets dans le posthume qui est c'est conséquent, on ne va pas se le cacher, sur ça. Et là, non seulement le texte est bon, mais il n'est pas un livre, effectivement, de complétiste. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappé à la lecture du livre, c'est à quel point c'était ton père. En fait, on a l'impression de reprendre une conversation qu'on avait arrêtée avec ses derniers livres, et qu'effectivement, c'est extrêmement ouvert. On n'est pas sur quelque chose de niche. C'est un livre qui méritait tout à fait de rejoindre le canon de Jean d'Ormesson. Absolument. Et j'irais même plus loin. Parce que je vais peut-être précéder une question que tu allais me poser, c'est-à-dire pourquoi ne l'a-t-il pas publié, puisqu'il est bon, ce texte. Quand il l'écrit en 58, il a publié un roman qui s'appelle L'amour est un plaisir en 56. Il est donc primo-romancier, quasi inconnu du public et des lecteurs. Et il écrit, ce texte est un portrait de Chateaubriand. Chateaubriand, qui est un monument de la littérature française, mais qui n'est pas non plus l'auteur le plus sexy, même dans les années 60, qui soit. Donc, il a dû se dire, avec son éditeur Jacques Julliard, à chaque fois je l'appelle Jacques, mais parce que René Julliard, ils ont dû se dire, attendons pour publier ce texte que votre notoriété soit établie. On reviendra vers ce texte, mais commencez, vous avez publié un premier roman, poursuivez votre œuvre personnelle avant de publier ce texte consacré à Chateaubriand, aussi réussi soit-il, puisque effectivement René Julliard lui avait signé un contrat, donc était prêt à le publier. Mais je pense qu'il a eu parfaitement raison, parce que je pense que ce livre serait passé complètement inaperçu. Il se trouve que donc c'est un homme de 33 ans qui écrit ce texte, qui est au début de sa carrière littéraire, mais aussi au premier tiers de sa vie. Ce qui est fascinant, c'est de lire ce texte aujourd'hui, de voir ce qu'il souligne et ce qu'il retient dans la vie de Chateaubriand, et à quel point c'est prémonitoire et révélateur de sa propre vie, de ses propres fascinations, obsessions, et à quel point toute son œuvre est aussi un dialogue avec Chateaubriand, d'une certaine façon, et qu'il y a une sorte de biographie en creux dans ce texte. Oui, c'est une chose qui est assez fascinante. C'est-à-dire que le livre n'est pas... Il va vous raconter, grosso modo, la vie de Chateaubriand. C'est un peu l'idée du livre. Voilà. Mais comme tous les textes de Jean d'Ormesson, il parle beaucoup de lui aussi. Le livre trouve sa force dans ce lien entre les deux personnages. Et ce qui est... Donc, on est fasciné tout de suite par l'évidence du texte,
par son humour, sa qualité de style, et progressivement par l'effet miroir. L'effet miroir qui se pose et sur ce qu'il dit et sur la vie. Or, effectivement, à ce moment-là, il a 30 ans. Or, quand on lit ce texte aujourd'hui, quand on lit ses considérations sur Chateaubriand, donc forcément sur l'ensemble de la vie de Chateaubriand, qui a vraiment une vie un petit peu remplie, et on se dit, mais l'effet miroir est incroyable. Je ne peux qu'être d'accord. Je veux dire que de la même manière que mon père, ça commence tout de suite. Chateaubriand, fils d'une noblesse bretonne, d'un père assez sévère, le père de Chateaubriand souhaite que son fils embrasse une carrière militaire ou de prêtre. D'ailleurs, Chateaubriand, au départ, pense qu'il va devenir marin, puis prêtre. Mais tout ça, on sent bien qu'il le fait pour satisfaire son père. Et mon père a eu à peu près ce même parcours, c'est-à-dire qu'il l'a écrit dans un certain nombre de ses livres. Son père se promenait avec lui autour de la pièce d'eau du château à Saint-Fargeau en lui demandant « Mais Jean, que vas-tu faire ?» Et mon père poursuivait les années d'études parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire, ou plus exactement, je pense que comme Chateaubriand, il pressentait qu'il voulait écrire, mais écrire dans ce milieu-là et dans ces familles-là, c'est quand même pas vraiment une occupation noble. Et donc, avant d'assumer, je pense que les deux hésitent, tâtonnent et ne l'avouent pas vraiment, ne l'avouent qu'à moitié. Mais ça, c'est le premier parallèle. Voilà le premier parallèle. On est effectivement... Alors, il y a une très jolie préface que tu as écrite. Il y a une très jolie postface de Charles-Éloi Vial. C'est un livre qui est... il faut... un petit livre comme ça, mais c'est bien dense. Hein. Il y a effectivement, ça se lit pas en 5 minutes. Il y a il y a un vrai texte assez dense là-dessus. Alors, il y a une chose très belle, c'est Charles-Éloi Vial qui explique à la fin que, en fait, c'est pas un historien, ton père. Donc effectivement, on peut contester ici et là 2-3 inexactitudes, problèmes sur la Bible. Il dit des choses sur quelques trucs, mais il dit c'est pas la question. En fait, la question, c'est qu'il n'était pas historien, c'était un littéraire. Oui, c'est une promenade littéraire. C'est une promenade littéraire et c'est un portrait littéraire. C'est un portrait. C'est le portrait d'un écrivain consacré à un autre écrivain. Donc il retient, il parle beaucoup plus des œuvres, et c'est évidemment émaillé. C'est un livre qui est émaillé de citations de Chateaubriand. Et là encore, aujourd'hui, ce livre donne furieusement envie de se replonger dans Chateaubriand. Dans tout. Dans tout Chateaubriand. Et on découvre aussi, il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent très bien Chateaubriand, qui ont les mémoires d'outre-tombe, qui connaissent les mémoires d'outre-tombe sur le bout des doigts. Mais en tout cas, moi, j'avais des souvenirs lointains d'Atala, de quelques extraits des mémoires d'outre-tombe, je dois dire, parce que j'ai jamais été une Chateaubriandiste, je sais pas. Et l'homme est extraordinaire. C'est de la même façon que mon père, il était très engagé politiquement, mais engagé dans la vie. C'était un éditorialiste, c'était un homme public, et c'était un écrivain. Donc ça, ils l'ont aussi en commun, et je pense que c'était une des choses qui fascinait mon père. Et Chateaubriand a passé sa vie à s'engager, mais à douter, à se contredire. C'est un paradoxe, c'est le paradoxe fait homme. Et en plus, il n'aimait rien de plus que de soutenir les vaincus. C'est-à-dire qu'il a passé... Alors, au début, ils ont une petite lune de miel avec Bonaparte, tout au début, avant que Bonaparte ne soit Napoléon. Mais très vite, les relations vont se tendre et Chateaubriand va être extrêmement critique, satirique, et ne va vraiment pas ménager l'empereur jusqu'à Waterloo, jusqu'à la chute de Napoléon. Et à partir de là, Chateaubriand va recommencer à peut-être pas le louer, ni le célébrer, mais en tout cas par reconnaître les mérites de Napoléon face aux Bourbons et aux Orléans, et en reconnaissant que c'était quand même
un homme qui avait une stature, une envergure extraordinaire. Mais ça, il faut que Napoléon soit défait pour qu'il le célèbre. Donc ça, c'est assez fascinant et très touchant et très émouvant de la part de Chateaubriand, qui était quelqu'un qui était constamment, qui remettait ses certitudes et ses convictions en question continuellement. Et qui est resté d'une acuité étonnante. Et à la fin du texte, mon père cite un passage sur la propriété, un texte où Chateaubriand parle de la propriété. Je peux vous dire que c'est quand même, franchement, radical, et Mélenchon lui-même ne renierait pas les propos de Chateaubriand. Donc, on ne s'attend pas à ça de la part de Chateaubriand. Donc, on découvre un Chateaubriand que, encore une fois, que je ne connaissais pas. Et il y a effectivement des citations. Et un des petits miracles du livre, c'est ça, j'expliquais avec Héloïse, c'est que, en fait, il y a des citations. Puis il y a des moments, on est dans la lecture, donc on ne fait plus attention. Et il y a des moments, on s'arrête, on se dit, alors, ça, c'est Chateaubriand ou c'est Jean d'Ormesson. Et il y a des moments, on ne sait pas, il faut remonter pour voir s'il y a eu les astérix. Je trouve ça extraordinaire. Ce qui est clair aussi, ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, quelqu'un qui connaît bien Chateaubriand va retenir un ou deux mots, se souvenir d'un passage de Chateaubriand, va retenir un ou deux mots, je ne sais pas, brume, Natchez, et va taper sur un moteur de recherche et va retrouver tout le passage. C'est très facile de truffer de citations un texte d'un auteur connu aujourd'hui. Mon père a fait ça de mémoire. À l'époque, il n'y avait évidemment pas d'Internet, pas de moteur de recherche. Donc, il le connaissait par cœur, encore une fois. Et en relisant ce texte, je retrouve aussi, il a complètement intériorisé Chateaubriand. On voit qu'il y a quand même, je dirais, un fond commun entre les deux écrits. Enfin, il y a un vocabulaire, il y a une rythmique qui est assez proche. Pas dans tous les textes de mon père, mais c'est évident que c'est un écrivain. Chateaubriand est une des clés de voûte de l'œuvre de mon père et un des auteurs fondateurs. Oui, c'est ce qui fait toute la force du texte, c'est que sur un texte qui n'est effectivement pas donc un inédit, il y a quand même des clés de lecture sur l'œuvre de ton père. Ça, alors, si je me souviens bien, c'est un article de Jean-Marie Rouard dans le Dictionnaire amoureux Jean d'Ormesson, où il parle de Chateaubriand. Alors, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça, où il expliquait qu'en grosso modo, à part Jean d'Ormesson, plus personne lisait Chateaubriand, qui était un type profondément ennuyeux. Sur ça, alors, donc, en tout cas, moi, je sais que je me suis mis à lire Chateaubriand à cause ou grâce à ton père. Mais c'est vrai que voilà, ce personnage n'est pas passé toujours... Mais, non, je pense qu'effectivement, la réputation de Chateaubriand aujourd'hui, c'est d'être un auteur peut-être majeur, mais poussiéreux. C'est un peu comme Lamartine. Enfin, ça fait partie de ces noms, ces grands noms de la littérature française, mais qu'on ne lit plus. Et là, je pense que ça va donner envie de relire Chateaubriand. Alors, dernière question. Le texte, tu l'as laissé tel quel ou tu as travaillé comme une éditrice par rapport à un manuscrit ? Non, c'était impossible. Parce que quand tu dis... Alors, il est vrai qu'il y a quelques inexactitudes. Alors, d'une part, il est parfaitement vrai que mon père a approché Chateaubriand, non pas en historien, ce qui peut tout à fait être fait, parce que compte tenu de la carrière diplomatique, politique de Chateaubriand, un historien a vraiment de quoi faire. Mais un écrivain a aussi de quoi faire, puisqu'il y a une œuvre quand même majeure. Donc, il a approché cette vie en littéraire, et il y a des approximations peut-être. Ça, c'est une chose. Il y a quelques petites erreurs. Ces erreurs, mon père les aurait sûrement relevées, parce que c'est un texte qui est très abouti, mais qui n'a pas connu ce va-et-vient, ces allers-retours et ces relectures extraordinairement méticuleuses, précises, exigeantes que faisait mon père sur ses manuscrits. Donc il y a
il y a des petites erreurs qu'il aurait. Par exemple, il prend je ne sais quelle belle-sœur d'Alexandre, de l'empereur je ne sais plus, enfin bref, au lieu de belle-sœur, il dit belle-fille, ou belle-fille, belle-sœur, enfin je ne sais pas, bref, il confond. Tout ça, il aurait évidemment rectifié. Par ailleurs, il y a des passages. D'abord, il y a des mots qu'on n'a jamais réussi à identifier. On n'a pas. Il y a peu, mais il y a des mots qu'on n'a pas identifiés. D'autres qu'on a déduits en fonction du contexte, mais ça, on le précise bien. Et puis, non, on n'a pas édité le texte. Je n'ai pas édité le texte parce que on peut proposer à un auteur de l'éditer si il y a un échange et l'auteur va pouvoir suivre votre conseil, mais il va quand même l'ajuster à sa manière. Là, ça me paraissait impossible de reprendre. Ça aurait été faux, ça aurait été truqué, ça aurait été. Je ne peux pas prétendre savoir exactement ce qu'aurait fait mon père. Donc, j'ai trouvé que, en plus, ça n'altère en rien la lecture. Je pense que ça ne l'a. Il n'y a rien de pesant ou de lourd il n'y a pas de maladresse qui handicape la lecture. Encore une fois, donc je pense que c'était plus juste et plus transparent de ne pas de laisser de vous confier ce texte tel quel. Merci beaucoup, Héloïse. Alors, est-ce que vous avez des questions? La première, toujours la plus difficile. Alors, est-ce qu'on a un plan de la chambre? Oui, alors il était dans un. En fait, oui, parce que je soupçonne. Ce manuscrit était dans un des placards du bureau de mon père, donc un lieu qui était quand même pas... Parce qu'il y a des courriers, des lettres, peut-être même un manuscrit ou deux qui ont été retrouvés au deuxième étage, je ne vais pas vous dire au grenier, puis d'autres peut-être à la cave chez mes parents. Mais là, ce manuscrit, il a été retrouvé dans un des placards du bureau, donc rien de très exotique ou très surprenant, pas dans une vieille malle au fond de la cave. Mais c'est dans un placard où étaient classés, ou pas classés, mais étaient rangés, des textes de jeunesse ou des documents de jeunesse, le carnet militaire, les copies de Cagne. Et ça, c'est clairement un carton qu'il avait fait, des papiers qu'il avait apportés de son domicile avant qu'il n'épouse ma mère et qu'ils emménagent à Neuilly. Et je pense qu'il a ouvert ce carton quand ils ont emménagé il y a plus de 60 ans dans cette maison, et qu'après, il n'a plus jamais réouvert ce placard, ou s'il a réouvert le placard, il avait complètement oublié qu'il y avait ce manuscrit. Au fil des années, il l'a oublié. Parce que, dernière chose, quand on a commencé à le déchiffrer et que j'ai vu qu'il s'agissait d'un portrait de Chateaubriand, je me suis dit que c'était l'ébauche et la première matrice d'une biographie sentimentale de Chateaubriand que mon père a écrite, qui s'appelle « Mon dernier rêve sera pour vous » et qui était parue, d'ailleurs... Elsie Ozana, son éditrice de l'époque, est dans la salle, et qui était paru, je crois, en 78 chez Lattès. Et je pensais donc que ce texte était une première esquisse de cette biographie sentimentale. Mais en fait, il n'en est rien, pas du tout. Et tu évoquais Napoléon, qui est une figure qui traverse quand même effectivement tout le livre. Chateaubriand a eu Napoléon. Est-ce que ton père a eu son Napoléon ? Oui, puisqu'il a écrit La Conversation, qui est une pièce de théâtre, un dialogue entre Cambacérès et le premier consul, donc Bonaparte. Mon père a donc écrit cette pièce où Bonaparte envisage de se faire empereur, et il teste l'idée sur Cambacérès, qui est évidemment un intime, un proche, et il se dit que si Cambacérès, il arrive à convaincre Cambacérès, et si Cambacérès, qui est aussi un révolutionnaire, adhère à cette idée folle
de fonder, enfin de devenir empereur, il pourra se lancer dans l'entreprise. Et donc c'est ce texte qui s'appelle donc La Conversation et qui est très brillant. Donc effectivement, il a aussi fréquenté, mais je le soupçonne d'avoir fréquenté Bonaparte et Napoléon à cause de Chateaubriand. Bon, écoute, merci beaucoup. Alors, on va passer... Alors, Héloïse va signer les livres si vous le désirez, bien sûr. Ça me paraît toujours un peu étrange, parce que on en a parlé, c'était une question, effectivement, par rapport à ça, mais le caractère de passeuse que tu as sur ce livre est évident, en fait, et j'ai trouvé ça... c'est extrêmement naturel. Donc, si vous désirez, bien évidemment, c'est possible. Je vous demanderai juste de replier vos chaises, s'il vous plaît, et un buffet, on va vous dresser un buffet, parce que les éditions Héloïse d'Ormesson ont amené de nombreuses victuailles. Merci à tous les auteurs qui nous font confiance pour ces rencontres, ainsi qu'aux maisons d'édition et à l'équipe de libraires qui s'investit énormément dans ces rencontres pour en faire des moments de partage et de plaisir. Merci à la maison de chocolat Damiel dont le soutien a permis la création de cette série. J'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain sera consacré à Nicolas Delessal pour L'Art du ricochet. À bientôt.